On se dit l'hiver passe et ça passe doucement avec le sourire et cette blancheur qui en fait identifie le Québec. À l'émission aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Patrick Poirier. Monsieur Patrick Poirier dirige les presses de l'Université de Montréal depuis 2015. Il a été directeur général du magazine culturel Spirale de 2006 à 2014. Il a aussi été le coordonnateur scientifique du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, ILCQ, et du site Université de Montréal de 2003 à 2015. Il a été membre du conseil d'administration de plusieurs revues québécoises et a siégé à de nombreux comités dans le domaine des arts et de l'édition. C'est un grand plaisir de le recevoir à l'émission parce que nous parlons des thèmes quand même très intéressants et qui concernent le grand public. Bonjour Monsieur Poirier, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. C'est un honneur et un grand plaisir que de vous avoir, mon cher monsieur. Surtout dans cette température où il fait froid quand même. On veut s'instruire un petit peu plus. On veut savoir ce qui se passe dans le monde littéraire. Ça devient très, très intéressant. On parle aujourd'hui, il y a quand même des parutions qui nous ont, en fait, qui ont attiré notre attention. On parle ici des migrations et classements sociaux, enquête auprès des migrants marocains au Québec, de Stéphanie Carnot. J'arrête sur ça. On va attaquer les autres éléments après. Non, oui, c'est effectivement un ouvrage qui est vraiment intéressant. En fait, sa particularité, c'est, je dirais, la plupart des études ou des travaux qui portent sur l'immigration tendent à aborder la question d'un point de vue économique. Développement économique, soit pour la société d'accueil ou situation économique de l'immigrant lui-même. Or, l'autrice ici, elle cherche en fond à décentrer un peu le regard. Elle nous demande de faire un effort pour quitter ce biais économiciste, pourrait-on dire. Et ce qu'elle propose donc, c'est de suivre la trajectoire je crois que c'est d'environ une quarantaine de migrants marocains Oui, depuis leur départ du Maroc oui. à leur arrivée au Québec, mais aussi, dans certains cas, en les suivant à leur retour au Maroc. Donc, c'est vraiment un parcours complet qu'elle cherche à mettre en lumière et Mhm. elle le fait selon, dans le fond, une perspective qu'on pourrait dire de migration au sens de parcours de classe sociale. Donc, selon les stratégies développées par les migrants, leurs attentes, on a tendance souvent à imaginer que l'immigrant moyen vise essentiellement une chose, c'est-à-dire améliorer sa situation, sa condition en Économique. quittant ce pays. Mais il y a souvent davantage que ça. Et parfois, le retour au pays natal, disons, ou le retour au pays d'origine, constitue une étape dans ce parcours-là. Donc, l'immigration peut être tout simplement dans le passage et non pas une finalité en soi. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de sa part, là, de mettre ça en lumière. C'est assez inédit, je dirais, dans le cadre de ce genre d'études. Enfin, inédit, je dirais que c'est très rare. Lorsque vous dites un passage et non pas une finalité euh, en soi, et ça, je suppose que ça a été vérifié. Ben, dans le cas de ces 40 témoignages-là, Oui. il y en a pour qui, effectivement, le retour au Maroc constitue un passage. Donc, ce n'était pas la fin du parcours. C'est Mhm. sûr que pour la plupart, l'arrivée dans le pays d'accueil constitue la finalité en soi, Oui. mais on nous invite là à concevoir la chose différemment. Donc, vraiment, selon une perspective de classe sociale, de changement. Et c'est ça un peu la différence là, dans Oui. la Mais perspective. quand on tient compte aujourd'hui de la situation économique et j'irai même plus loin, politique du Maroc, du royaume du Maroc comme tel, le constat est tout de même éloquent. Nous parlons ici, comment dirais-je, premièrement du départ des nombreux juifs qui ont quitté le Maroc depuis vers la fin des années 70 et qui ont émigré d'ailleurs pour la plupart ici même, en fait, dans Québec. Mais nous parlons aussi de en fait, l'émigration des Marocains et Marocaines eux-mêmes qui quittent, comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Afrique noire, où les problèmes économiques sont quand même persistants, Oui, quittent leur pays dans le but de se créer une vie meilleure, non oui, seulement sur le plan familial, mais sur le plan professionnel. Et là, oui, vous mentionnez un élément qui est très intéressant, le retour. Le oui. retour. Qu'est-ce que le retour dans le pays fait? Est-ce que ça guérit des plaies? Qu'est-ce que cela fait exactement, selon le constat?
ce que l'autrice, pardon, permet enfin, ce qu'elle met en lumière essentiellement, c'est que le retour est souvent la conséquence, si on veut, d'une déqualification. C'est que Mhm. malheureusement, au Québec, mais j'imagine que c'est vrai dans plusieurs sociétés dans le monde, plusieurs sociétés d'accueil, le problème, c'est que les immigrants arrivent ici, ils sont très qualifiés dans certains cas, dans la plupart Ouais. des cas. Mhm. Et malheureusement, la société d'accueil ne reconnaît pas ces qualifications-là à leur juste valeur ou dans leur juste mesure. Et donc, dans certains cas, ça, Je vais aller sur l'autre élément ici qui est mentionné, l'éclairage de la démographie, mesuré pour mieux comprendre les enjeux sociaux sous la direction de Victor Pichet. Je vais vous demander de nous commenter un petit peu. ben, sauf erreur, ce livre a été fait ou conçu à l'invitation de ma collègue, ma très excellente collègue Nadine Tremblay, qui est directrice à l'édition aux presses de l'Université de Montréal. Et l'idée, dans le fond, c'était de regrouper un ensemble de témoignages de démographes pour illustrer, dans le fond, la fonction, le rôle, l'importance de la démographie, non pas en tant que telle, mais dans ses applications dans différents domaines ou champs disciplinaires. Alors, c'est ce qu'on a ici parce que c'est un ouvrage, premièrement, qui est quand même important en termes de pages. C'est un gros bouquin, mais c'est un gros bouquin parce qu'il a aussi plusieurs intervenants. Je pense qu'il y a au-dessus d'une trentaine d'interventions ou de textes proposés par les collaborateurs de ce collectif. Et dans le fond, donc, ce qu'on cherche à démontrer, c'est je dirais pas l'utilité de la démographie, mais au fond, oui, parce que ce qu'ils mettent en lumière, dans le fond, c'est la société dans laquelle on est à l'heure actuelle, avec Mhm. tout ce qu'on connaît comme ère de post-vérité, de bulles numériques, les faits alternatifs, cette incrédulité qui percole à travers toute la société, le dérèglement du marché de l'information. Tout ça, dans le fond, est un peu pas une agression, mais un peu des attaques contre ce qu'on pourrait appeler les informations, le type d'informations qui émanent de la démographie, l'étude démographique, soit Oui. les statistiques. Mhm, La mhm. démographie, c'est beaucoup, beaucoup une histoire de statistiques. Et ces informations-là elles sont essentielles, elles sont importantes pour mesurer le développement d'une société dans différents champs disciplinaires. On pense spontanément à la démographie en termes d'informations que ça peut procurer nous fournir, pardon, sur les familles, sur l'immigration, justement, pour y revenir, sur la langue, la santé, tout ça. Mais ça déborde ça déborde ces questions. Ça peut aussi nous fournir des informations essentielles pour mieux nous aider à concevoir des politiques liées à l'environnement, liées à l'éducation, Oui. au logement. Le logement social, le logement abordable. Donc, c'est tout ça qu'apporte l'étude démographique et c'est ce que les collaborateurs de ce collectif-là viennent mettre en lumière. Donc, c'est vraiment intéressant. On va aller très vite. Il y a également les États stratèges. Entre Oui. autres, le nationalisme économique et finance entrepreneuriale au Québec et en Écosse. Oui, ben, le propre du Québec et de l'Écosse, enfin, c'est ce que montre Xavier Hubert-Rioux, le propre de l'Écosse et du Québec, leur similitude, parce qu'il y en a quand même plusieurs, ce sont d'être ce qu'on peut appeler des sous-États ou des sub-États, c'est-à-dire le Québec est inscrit dans le Canada, l'Écosse fait partie du Royaume-Uni, mais dans les deux cas, l'Écosse et le Québec ont une approche économique qui sont similaires en ce qu'elles diffèrent justement du cadre dans lequel elles s'inscrivent. Donc, ce que l'auteur montre, c'est que d'une part, l'Écosse et le Québec sont des sociétés qui investissent beaucoup plus dans leur société, dans leur développement économique, et là je parle d'investissement étatique, par exemple, les modèles libéraux britanniques et canadiens qui En fait, les encadrent. l'État intervient directement dans l'économie, c'est bien cela. C'est un État interventionniste, des États sociodémocrates, si on peut dire, De manière à créer des emplois, c'est ça, à créer une exactement, certaine sécurité, à créer des emplois, l'enrichissement, mais oui, l'enrichissement collectif. voilà, et en plus, et c'est ce que démontre l'auteur Hubert Rioux,
en plus, c'est que ça se fait aussi dans une perspective, et c'est pas innocent, dans une perspective de nationalisme économique. Donc, il y a cette volonté, si on veut, pour l'État Oui. d'amener un soutien supplémentaire, découle aussi de ce nationalisme économique particulier. Enfin, c'est important, c'est vraiment intéressant de voir la démonstration qu'il en fait, mais c'est en cela aussi qu'il y a quelque chose comme de l'ordre d'État stratège, d'où Mhm, cette mhm. stratégie adoptée par les États dans le contexte qui sont les leurs. Mais ici, nous parlons ici d'États stratèges qui interviennent directement, comment Oui. dirais-je, au sein de l'économie. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire avec les théories capitalistes? Ben, c'est un peu le propre des sociétés social-démocrates. En fait, c'est le propre d'une société comme le Québec, où, sans renier le capitalisme comme tel, on le réglemente ou on le régule davantage que peut le faire, par exemple, notre voisin au sud, qui Oui, là, oui. est dans un champ, je veux dire, vous le savez comme moi, le Québec passe pour un État communiste. euh, aux yeux des États-Unis. Mais bon, voilà. Si on se réfère à la définition du communisme, je pense que le Québec est loin d'être un État Oui, communiste quand même. oui, bien Alors, entendu. Oui, on va voilà. aller vers créer la ville rituelle territorialisée d'inclusion de différences sous la direction de Florenza Gamba, Sandro Gattensen, j'ai bien prononcé, et Bob White. Oui, ben, c'est un livre qui paraît dans notre collection Pluralisme, et c'est une collection qui s'intéresse beaucoup aux questions interculturelles, multiculturalisme, plurilinguisme, etc. C'est une collection qu'on aime beaucoup. Et ce que les trois auteurs démontrent dans cet ouvrage, euh, dans le fond, c'est de voir comment la ville, comment l'urbanité permet, permet aux migrants, aux nouveaux arrivants, de Oui, s'intégrer à la société d'accueil. Et donc, il y a au-delà des différences sociales, au-delà des différences culturelles, au-delà de la disparité générationnelle, ils essaient de voir comment est-ce que l'urbanité permet un rapprochement et permet un vivre ensemble au sein de la société générale. Et là, bon, évidemment, il y a un aspect qui est très intéressant qu'ils abordent, c'est par exemple les rites d'inclusion territoriale auxquels on participe tous, qu'on soit immigrant ou non, mais qui permet à l'immigrant ou au nouvel arrivant de s'intégrer davantage ou plus rapidement par à exemple, l'élaboration d'un sentiment d'appartenance. quand on parle de rite d'inclusion. Ben, par exemple, pour ce qui est, par exemple, de la Suisse, ben, il y a le Festival des vignerons suisses, qui, semble-t-il, est un incontournable à ce chapitre. Montréal, ceux qui connaissent bien Montréal, c'est un exemple qui, pour moi, est le plus frappant, le plus significatif, c'est les tam-tams, les dimanches du tam-tam. Euh, À la et, et- montagne. et oui, sur la montagne. Et il faut y avoir été pour comprendre. Et c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du rituel. C'est musical. Ça regroupe des gens de toutes les tranches de la société, C'est vrai. de tous les parcours. Et ça constitue, oui, effectivement, une façon d'intégrer la société, de sentir qu'on participe à quelque chose de commun, à un certain, c'est ça, à un ensemble. Dites-moi, on va terminer cette interview avec une dernière question que j'aurais dû poser avant toute chose. Les presses de l'Université de Montréal, dont vous êtes le grand patron, pouvez-vous nous en parler? J'ai été étudiant moi-même à l'Université de Montréal pendant quelques années dans mes études de non-maîtrise et donc je connais assez bien les presses de l'Université de Montréal. Mais pour notre grand public, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Ben, bien rapidement, on est une presse universitaire, c'est-à-dire une maison d'édition qui publie essentiellement des ouvrages académiques, des ouvrages scientifiques. Ça ne nous empêche pas, par ailleurs, de publier ou d'encourager l'écriture et la publication d'essais qui sont un peu plus libres. C'est un chemin qu'on emprunte de plus en plus ces derniers temps. Mais les presses, cette année, on va commencer à le souligner davantage, mais c'est le 60e anniversaire des presses de l'Université de Montréal cette année, ça fait 60 ans. Elles ont été créées en 1962. Et je vous dirais que
on se différencie essentiellement des autres maisons d'édition de mes collègues, au Québec notamment, par notre ancrage ou notre force d'aller davantage, je vous dirais, au chapitre des sciences humaines et sociales, au niveau des arts et lettres, mais aussi, bien entendu, en sciences politiques, etc. Mais on est moins, je vous dirais, dans le livre de cours, le manuel, si vous voulez. On est davantage orienté vers l'essai et les analyses de cet ordre. Mais c'est une belle presse. Moi, je suis choyé. J'ai une équipe formidable qui travaille avec moi. Et je vous dirais que ces temps-ci, on a beaucoup de pain sur la planche. Beaucoup de gens nous font de plus en plus confiance. Et c'est une belle expérience. Dites-moi, considérez-vous que la langue française, selon vous, est-elle réellement très bien protégée ici au Québec, justement avec des organismes tels que la vôtre? Écoutez, c'est une question qui peut... Vous pourriez m'inviter pour en parler un autre moment, pour en parler longuement. Non, écoutez, je partage la plupart des inquiétudes des scientifiques ou des intervenants qui s'inquiètent de la place de la langue française, tant à Montréal qu'au Québec en général. Mais pour moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est la place du français dans les publications scientifiques. C'est la place du français dans le patrimoine scientifique mondial. Le patrimoine scientifique au Québec, bien entendu, qui se réduit comme peau de chagrin parce que tout le monde est invité à publier leurs recherches, leurs résultats de recherche en anglais. En anglais. Au nom d'une plus grande diffusion, d'une plus grande accessibilité de leurs recherches à travers le monde, mais c'est un jeu dangereux. On se prive de cette façon-là d'un patrimoine scientifique, comme je vous disais, qui est essentiel à la survie d'une société, qui est essentiel à son déploiement, à son développement. Et moi, je regrette ça infiniment. Là. Il y a quelque chose de dangereux, je vous dirais, à long terme, de voir tous ces jeunes, tous ces nouveaux chercheurs qui spontanément se tournent vers l'anglais pour publier leurs recherches. On veut être lu un peu partout au travers la planète, hélas. On se dit avec l'anglais, on est sûr. Mais c'est un cercle vicieux, je veux dire, plus on participe plus on participe à cette mouvance-là, plus on fait de l'anglais quelque chose d'incontournable. Je vois pas pourquoi, par exemple, la plupart des francophones sont capables de faire des recherches universitaires en allant lire des ouvrages en anglais, parfois même en espagnol, ou du moins à trouver une façon d'obtenir ces résultats de recherche-là, mais que nos collègues nos collègues anglophones ne pourraient pas faire la même chose. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui ne tient pas la route, là. Exactement. Alors, Monsieur Patrick Poirier, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je le rappelle, Monsieur Patrick Poirier dirige les presses de l'Université